Dans la vidéo précédente, on a vu le mutex qui nous permet de protéger une section critique. Le mutex, donc, ça s'apparente à un booléen qui sera vrai ou faux, ouvert ou fermé. Le sémaphore, lui, c'est une généralisation du mutex. Ça a été proposé par Dijkstra en 1965, avec l'idée que c'est plutôt une variable entière en fait qui va monter dans les positifs et revenir à zéro, potentiellement dans les négatifs aussi, plutôt qu'un booléen. Ça aura deux opérations atomiques. Historiquement, c'était P et V pour prolag et puis for hog, en disant il y en a un qui va tester et décrémenter la valeur et l'autre qui va incrémenter la valeur du sémaphore. Alors, en termes de pseudocode, voilà à quoi pourrait ressembler l'accès au sémaphore via ces deux fonctions. Ce sémaphore, donc, ça sera un entier qu'on va décrémenter quand on fait un P. Et puis, s'il est plus petit que 0, on va bloquer en fait la tâche qui a fait appel à cette fonction et on va la mettre dans la file d'attente du sémaphore. Quand on fait un V, on va incrémenter le sémaphore. Et puis, s'il est plus petit ou égal à 0, ça veut dire qu'on avait des tâches en attente ici. À ce moment-là, on va en relâcher une, selon la politique de relâchement associée à cette file d'attente. D'accord? Donc, évidemment, on se retrouve comme pour le mutex avec l'idée que ces deux tâches doivent être exécutées de manière atomique. On ne peut pas se permettre ici de faire une décrémentation, une incrémentation sans être protégé correctement par une section critique, d'accord? Et donc ça va nous être offert par les différents noyaux qu'on pourra avoir. Donc, sachant que le sémaphore c'est une extension du verrou, on peut l'utiliser en fait pour une section critique, hein. Un sémaphore initialisé à 1 va permettre de protéger une section critique. On peut aussi l'initialiser à une valeur plus haute que 1. À ce moment-là, on va laisser passer les n premiers threads et on va bloquer le n plus unième. D'accord? Donc ça c'est pour faire ce qu'on appelle une section contrôlée. Et puis, on a quand même l'idée que le sémaphore n'est pas détenu par un thread comme le mutex. Le mutex, on est censé le verrouiller et le déverrouiller depuis le même thread. Le sémaphore, on va plutôt l'utiliser pour faire de la synchronisation entre tâches, d'accord? Et donc, il n'y a pas cette notion de propriétaire du sémaphore, d'une certaine manière. On va se retrouver avec trois opérations de base, la création du sémaphore, et puis le P et le V, d'accord? Donc, pour se souvenir un peu de manière mémotechnique, le P, vous pouvez imaginer que c'est un puis-je, et puis le V, un vas-y, qui permet de relâcher un sémaphore. On signale en fait le sémaphore d'une certaine manière. Alors, que c'est nommé, donc voilà ce qu'on aura. Le create, où on passe un descripteur de sémaphore, RTSM, un nom unique toujours, d'accord? Une valeur initiale qui est un unsigned long parce qu'on va l'initialiser à une valeur positive. Ça n'a pas de sens d'initialiser un sémaphore à une valeur négative. Ça voudrait dire qu'on devrait avoir des threads déjà en attente dessus, ce qui n'est pas le cas. Et puis on a un mode pour le sémaphore qui va correspondre au mode de gestion de la file d'attente. Est-ce qu'on est en mode priorité ou en mode FIFO? Ensuite, donc, on aura le P avec un timeout puisque c'est une fonction potentiellement bloquante. On aimerait pouvoir être réveillé après un certain temps si ça s'est mal passé, avec le code de retour qui nous indique si c'est pour ça qu'effectivement on était réveillé. Le V pour incrémenter, d'accord, et puis la destruction du sémaphore lorsqu'on ne l'utilise plus. Donc là, ce qui est intéressant avec Xenome, c'est que c'est une des rares librairies qui a décidé d'utiliser le P et le V originel, en fait, proposé par Dijkstra en 65, pour le nom de leur méthode. Alors, voilà comment on pourrait faire une section partagée, ou section contrôlée, en disant on aimerait autoriser deux tâches à accéder à une section partagée. Alors si on va autoriser deux tâches, ça sera évidemment plus facile de le faire qu'avec un mutex. Ça ne passera pas très bien avec un mutex en fait. Donc là, dans un programme principal, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais créer un sémaphore, ici, avec 2 comme valeur initiale. Ici, je le gère selon un ordre de priorité. Et puis, chacune des tâches qui va accéder à la section partagée va simplement faire un RTCMP, accès à la section partagée, puis un RTCMV. Donc la première qui va faire ça, elle va pouvoir passer tout droit, elle décrémente la valeur du sémaphore à 1. La deuxième qui exécute ça va faire décrémenter la valeur du sémaphore à 0, mais elle peut passer tout droit. Et la troisième va le faire passer à -1. Et vu qu'on est en négatif, elle va bloquer, d'accord? Elle va bloquer jusqu'à ce qu'une des deux premières tâches fasse un V. Une fois que la tâche fait un V,
elle va faire repasser la valeur sémaphore à 0, et donc elle va relâcher un des threads, en l'occurrence le thread, celui qui est en attente, qui va pouvoir passer. Et donc voilà, c'est une manière très simple en fait d'avoir une section partagée comme ça, à l'aide de sémaphores. On va pouvoir les utiliser aussi pour synchroniser des tâches, en se disant, là on aimerait que T1 doive attendre que T2 et T3 aient terminé. D'accord? Donc comment est-ce que je peux faire ça? Je peux utiliser un sémaphore. Je vais l'initialiser à 0, donc il sera bloquant par défaut. Donc dans ma tâche T1, qu'est-ce que je fais? Je vais faire 2 fois un P. D'accord? Donc pour y accéder, vu qu'initialement il est à 0, il faut que j'ai 2 autres tâches qui fassent un V pour incrémenter la valeur du sémaphore. Donc c'est ce que je fais dans T2. À la fin de son traitement, je fais un V, j'incrémente le sémaphore. T3, je fais un V aussi, j'incrémente le sémaphore. Et donc, T1 va devoir attendre. En gros, si c'est T1 qui commence à s'exécuter, il va bloquer là-dessus. Et puis attendre que T2 ou T3 fasse un V pour passer au deuxième. Puis ensuite attendre que l'autre fasse un V pour pouvoir passer ensuite. Si par hasard c'est T2 et T3 qui s'exécutent d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont incrémenter le sémaphore. Donc il était à 0, on le fait passer à 1. On le fait passer à 2. Et donc quand T1 arrive, le sémaphore était à 2. On fait un P pour le refaire passer à 1, un autre P pour le refaire passer à 0, et T1 peut s'exécuter. Ça marchera très bien, on a T1 qui est effectivement exécuté après T2 et T3. Ici, synchronisation mais dans l'autre sens, en disant T1 va permettre à T2 et T3 de continuer. D'accord? Donc là on utilise dans l'autre sens, initialise à 0 toujours. T2 va faire un P sur le sémaphore, T3 aussi un P. D'accord? Et T1, lorsqu'il a terminé, fait 2 V successifs. D'accord? Et ces 2 V successifs vont relâcher T2 s'il était en attente, T3 s'il était en attente. Si c'est T1 qui commence à s'exécuter et qui fait tout, il va simplement incrémenter le sémaphore à 2. Et donc les autres qui arrivent ensuite avec le P vont décrémenter en restant toujours dans le positif. Et donc ils vont pouvoir s'exécuter tranquillement. Voilà, donc si vous voulez plus de détails sur ces sémaphores, il faut reprendre le cours de programmation concurrente où on a vu en détail tout ce qui se passait pour ces éléments de synchronisation. On verra plus tard, avec le problème de l'inversion de priorité, une différence entre le sémaphore et le mutex dans un cadre temps réel pour protéger une section critique. D'accord, on aura l'occasion de revenir là-dessus.